te décris sur ton compte Instagram comme digital bédouin. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu Ouais. entends par là? Non, c'est parce que le terme de digital nomade est devenu un peu plus courant. Et bédouin, non, c'est par rapport à mes origines, quoi. C'était pour pas mettre digital nomade, tu vois, j'ai voulu faire le mec un peu. Non, voilà, c'est juste bédouin, c'est nomade du désert. Donc voilà, c'était par rapport à ça, j'ai voulu faire la vanne. Mais oui, sur le papier, je suis créateur de contenu nomade, donc c'est le terme approprié. Et du coup, quand tu parles de nomade, c'est-à-dire que tu es amené à beaucoup voyager, par exemple? Ouais, c'est ça. En fait, je dis que j'habite à Auch parce que là, actuellement, c'est là que j'ai laissé mon van aménagé et que ma mère y réside. Mais sur le papier, bah, je vis en van, donc je vis un peu où je veux. Et même la plupart du temps, quand je suis pas dans mon van, je suis en backpack et je voyage et je suis amené à être un peu à droite à gauche. Donc ouais, j'ai pas de domicile fixe. Donc oui, nomade, en fait, ça fait 3 ans maintenant que je suis nomade, que j'ai lâché mon appart et que je suis sur les routes. Et sur les routes, pour faire de l'urbex ou pas seulement? Alors ouais, j'ai commencé comme ça. Après, maintenant, ça se développe un peu plus. Je suis plus orienté. J'essaye d'associer le voyage et l'aventure au sens plus global que juste l'urbex, même si c'est vrai que ça a commencé par ça et que ouais, non, je me suis pas dit que j'allais être nomade parce que je voulais faire de l'urbex, hein. J'ai commencé à faire de l'urbex avant d'être nomade et j'ai continué à en faire après. C'est pas vraiment lié les deux. Donc l'urbex, tu peux juste déjà nous rappeler vite fait ce que c'est, nous expliquer un petit peu t'as commencé ça? Alors, bah, du coup, l'urbex, c'est de l'exploration urbaine, c'est le mot qui a été raccourci, mais en gros, c'est voilà, explorer des bâtiments qui sont à l'abandon. Euh, c'est pas légal, puisque souvent, c'est des propriétés privées, malgré le fait que ça soit à l'abandon. Et la pratique de l'urbex, c'est aller pour faire des images, hein, c'est assez lié au côté visuel digital, parce que tu vas pour créer du contenu et que tu vas justement pas pour dégrader, pas pour changer le lieu et le laisser dans l'état dans lequel tu l'as trouvé, et dans lequel tu vas un peu explorer des lieux abandonnés pour voilà, figer un moment du. Comment t'en es arrivé là? Alors, j'ai commencé, bah, du coup, moi, j'ai fait mes études à Toulouse, en photographie, justement. J'étais à l'ETP à Toulouse, voilà, j'étais dans le sud de Toulouse. Et justement, vu que c'est très apprécié par les photographes et que j'aime un peu ce côté adrénaline voilà, que j'ai toujours kiffé un peu, les petits frissons que ça me procurait, les week-ends, vu que j'étais avec des gens passionnés par la photo, qui voulaient avoir des décors sympas pour leur shoot, quoi. Je suis un peu devenu le guide touristique à Toulouse pour trouver des lieux sympas abandonnés où tout le monde pouvait pas aller parce que j'avais ces compétences, entre guillemets, d'aller chercher sur Google Maps pendant des heures et aller voir même sur le terrain de mes yeux ce que ça pouvait donner. Et du coup, il y avait beaucoup de gens que ça intéressait, beaucoup de gens qui sont venus avec moi, et c'est vrai que petit à petit, je me suis inscrit dans ce truc. Donc c'est un truc que je gardais même à l'étranger quand je suis allé ouais, dans d'autres pays, c'est quelque chose que je garde, quoi. Quoi comme grand voyage par exemple? Alors, bah, lié à l'urbex, voilà, c'est ça, j'ai jamais vraiment pris la peine de. Lié à l'urbex, bah, voilà, il y a récemment les pyramides où on est parti globalement pour ça, même si c'est pas vraiment de l'exploration urbaine. C'est de l'exploration urbaine, mais les pyramides sont pas vraiment abandonnées. Ça fait partie de ces trucs où on sait que on prend tarif si on se fait choper. Mais voilà, l'Égypte, ça a été un grand voyage qui a été prévu pour cette ascension. Après, bah, en France, effectivement, vu qu'on est nomade, on bouge beaucoup en fonction de ça. Après, à l'étranger, moi j'avais fait New York, où j'avais fait pas mal, j'avais vécu 2 mois à New York, et où j'avais gardé du coup cette philosophie de me dire, bon, dès que je vois un truc un peu sympa qui pourrait être abandonné, puis c'était mêlé à de la grimpe, du coup, à ce côté adrénaline où on veut aller au point de vue le plus haut pour avoir une belle vue. Et sur New York, j'ai fait pas mal de rooftop sur les buildings. C'était voilà, cette période où vraiment ça prenait une place importante dans ma vie. Du coup, tu viens de citer la grimpe, c'est cool parce que c'est la question que j'allais te poser justement. Du coup, la Ouais. place de la grimpe dans tout ça, comment elle arrive là? La grimpe, ça a un côté un peu plus noble en fait. Ça arrive forcément si tous les urbexeurs ne font pas de grimpe et tous les grimpeurs ne font pas d'urbex, hein, c'est deux trucs assez séparés. Mais dans cette idée d'aller dans des endroits où on n'a pas le droit d'être et rechercher un peu l'adrénaline voilà, de potentiellement la course-poursuite, potentiellement faire des images que personne pourra faire, c'est un petit peu lié et ça découle. Pour ma part, je ne sais même pas si ça a peut-être pas commencé avant, parce qu'en vrai, depuis que je suis tout gosse, hein, je grimpe un peu partout. Et ça a un côté plus noble parce que c'est lié à la performance sportive. Dans ta pratique de l'urbex, comment ça se fait? Parce que en fait, c'est de la propriété privée du coup.
Ouais, bah oui, c'est propriété privée. Pour l'urbex précisément, même si c'est abandonné, ça appartient toujours à quelqu'un. Là où sur de la grimpe, c'est peut-être plus des sociétés à qui ça appartient, où c'est moins des conflits, enfin, c'est moins privé, donc on a moins de plaintes personnelles. Enfin voilà, nous on s'est pris des plaintes parce que c'est des gens quoi qui ont dit, bah là ils sont chez nous, donc on porte plainte. Et je comprends tout à fait, hein, je ferais la même chose si ça arrivait chez moi. Donc, mais faut bien faire la différence. On ne rentre pas chez les gens quand ils sont dans leur salon. On va dans des lieux qui sont abandonnés. Et quand on se retrouve face aux forces de l'ordre, bah, soit on a pu improviser un peu avant et on se débrouille pour courir, soit c'est pas possible. Et bah, dans ce cas, on dit rien, quoi. On sait qu'on est en tort et on sait que c'est illégal. Quand on le fait, on est conscient des risques et des conséquences. Donc, on fait profil bas, on se contente, c'est un peu hypocrite, mais de dire qu'on le refera pas alors qu'on sait tous que c'est pertinemment faux. Mais voilà, hein, mais après ils le savent, hein, ils voient notre casier judiciaire, ils voient le nombre de récidives, on a beau leur dire on le refera pas, ils savent très bien que. Mais bon, on dégrade rien, on prend soin du lieu et on ne vole rien. Et je sais pas si tu as enregistré du coup, mais quand on est dans des lieux, moi j'ai des souvenirs de lieux où il y avait vraiment du patrimoine. Et le fait que les flics nous voient les poches vides alors qu'on aurait pu voler des milliers d'euros dans des lieux, voilà, dans des lieux chargés d'histoire et de voir qu'on avait mis toutes les vis précieusement organisées pour pouvoir remonter la fenêtre par laquelle on était passé. Bon, bah, ils voient bien. Ils se disent, bon, ok, ils sont pas là pour dégrader. Effectivement, ils sont équipés en matos comme s'ils venaient de tourner un film. Donc, bon, on voit qu'ils sont pas là pour dégrader. Ils voient nos images en plus. C'est con à dire, mais il y a des flics qui sont un peu plus réceptifs au délire et qui nous demandent, ils disent, ok, c'est quoi vos réseaux? Ok, c'est ça que vous faites. Bon, ok, je comprends mieux. Des flics qui sont des fois très sympas. Ça les empêche pas de faire leur métier et de nous aligner comme il faut. Mais vu qu'on n'est pas considéré comme les voyous, on est mis sous le dossier, et vu qu'il y a des trucs qui se mettent par-dessus, au final, ça tombe jamais vraiment. Mais oui, on nous a déjà dit que, à force de récidive, ça pouvait tomber. Je crois qu'on nous a dit une fois au poste qu'on risquait 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ça nous a refroidi bien comme il faut. Quand tu parlais de lieux un peu chargés d'histoire, du coup, tu avais un exemple? Bah, du coup, oui, j'ai en tête un château qu'on avait infiltré. Je peux pas donner la localisation parce que l'Urbex veut qu'on dévoile pas ses spots, et même si j'aime le partager sur YouTube, je peux pas me permettre d'encourager les autres à le faire. Mais oui, du coup, on était arrivé dans un château où il y avait des bibliothèques immenses, des trucs en colimaçon en pierre taillée, des statues, ouais, des trucs que j'ai eu à part au Louvre, je sais pas où j'ai vu ça, donc ça fait quelque chose d'arriver dans un lieu comme ça, de te dire que en plus, oui, voilà, il y a le côté de tout le monde peut pas venir là, quoi. On se l'est donné, on a dû escalader jusqu'au premier étage, démonter une fenêtre et s'infiltrer pour arriver dans ce lieu et pouvoir profiter. Il y avait une chapelle entière avec des vitraux, c'était très joli, et il y avait des lumières incroyables, et on était content voilà, de ressentir un peu l'histoire du truc, même si comparé aux pyramides, c'est beaucoup moins vieux en fait. Mais pareil, au sommet des pyramides, quand on touche les dernières pierres en haut, on se rend compte que c'est chargé d'histoire, que pas beaucoup de personnes a pu arriver jusqu'en haut, et que voilà, il y a des inscriptions qui datent je te donne la date précise, des 1876, je crois. On a vu un truc gravé avec des chiffres romains, et ça fait un petit quelque chose, même si sur la durée de vie des pyramides, effectivement, c'est pas grand-chose, 1800, parce que depuis 4000 ans, on voit aussi que ça a été pas mal abîmé, et c'est ça aussi, hein, quand on dit c'est chargé d'histoire, c'est l'intérêt de l'urbex, c'est de se rendre compte de l'impact qu'a eu le temps sur le lieu. Donc dans ce château, même s'il était très bien conservé et qu'il y avait du patrimoine, bah, on se rendait aussi compte que la végétation reprenait parfois un peu sa place et ses droits. La nature reprend un peu de la place, et je trouve que c'est un mélange qui est super visuel et que je trouve assez intéressant. Sur les pyramides, c'est pas la végétation qui reprend ses droits, mais on voit bien que la nature a eu aussi son impact parce que bah, quand tu arrives au milieu de la pyramide, on voit que les tempêtes du désert sont venues polir toute une partie qui est beaucoup plus dure à grimper. On a parlé, je ne sais pas si c'était enregistré, mais on a parlé de la taille des premiers blocs qui nous avait beaucoup impressionné quand on était arrivé aux abords de la pyramide. Heureusement pour nous, les blocs n'ont pas fait cette taille pendant toute la durée. Il y a un passage où bah, je me doute que pendant la construction, c'était un peu plus galère d'amener des blocs de 2 mètres de haut. Sur le papier, plus facile à grimper, mais du coup, le temps a fait que ça s'est poli, et que c'est un peu plus compliqué, que ça s'effrite, qu'on sent qu'il y a le sable du désert qui est venu recouvrir un peu la structure. Et voilà, on sent que ça a 4000 ans, quoi. Et donc, ce qu'on se disait, c'était comment est-ce que vous aviez préparé euh,
les pyramides en amont? Comment est-ce que vous aviez commencé à préparer ce voyage? Comment l'idée vous est venue et comment vous l'avez préparée, on va dire? Bah, comment l'idée nous est venue, en fait, on l'a un peu toujours eu, hein. C'est un peu comme la Tour Eiffel, depuis qu'on est gosse, on se dit peut-être un jour on le fera. La Tour Eiffel, c'est pas encore fait, mais quand j'aurai le budget de payer le procès qui va avec, peut-être que je me chaufferai et que je passerai le pas. Les pyramides, on l'avait en tête depuis longtemps, et avec mon ami, on a eu le temps de se roder tous les deux, de se connaître et d'expérimenter en France. Donc on s'est dit pourquoi pas passer le pas. Euh, et du coup, bah, la préparation, je t'en ai parlé, hein, ça je pense que ça a été enregistré sur Internet, sur Google Maps, regarder les vidéos sur YouTube, faire, voilà, regarder un peu les archives, comment ça se passe, et lire les forums, regarder un peu ce que ça dit sur Internet. Après, ça vaut jamais des vrais repérages sur place, parce que l'idée qu'on s'en fait et ce qu'on voit quand on y est, c'est très différent, et c'est ce que j'ai essayé de témoigner dans la vidéo, parce que clairement, on a eu un coup de pression qui est arrivé d'un coup. Le premier jour, on est arrivé à Gizeh, où on s'est rendu compte du nombre de policiers, surtout de personnes armées, qui pouvaient potentiellement nous tirer une balle dessus, quoi. Voilà, ça nous a refroidi, quoi, sur le moment. Et ça vous a pas empêché au final d'arriver jusqu'en haut et de revenir sans jamais vous faire arrêter. Ça nous a refroidi. Après, on avait fait quand même de la route pour ça. Et c'est ce qu'on disait avant même de partir. On a dit, nos billets, ils sont pris, on y va. Donc, quitte à se faire arrêter, bah, on ira au poste, on ira au goulag, comme on aime le dire, parce que les prisons là-bas, c'est pas vraiment les prisons françaises, mais on a dit, on ira, tant pis, c'est le risque à prendre. On est conscient des risques et des conséquences, et on est prêt à le faire. C'est là où, avec mon pote, on se connaît bien, et on a une façon de gérer l'adrénaline sur place qui est assez différente. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à y aller un peu plus tête baissée, et à vouloir absolument le faire, peu importe les conséquences. C'est là où mon pote, lui, est un peu plus réfléchi, et va être un peu plus peureux. On se donne mutuellement, dans le sens où je pense que lui seul, sans mon envie d'aller au charbon, il se mouillerait un peu moins. Et c'est là où moi, sans lui, j'irais tête baissée, j'irais, je pense, direct me faire mettre les menottes. C'est aussi un peu la chance, on va pas se mentir, parce que c'est improbable que personne ne nous ait attendu en bas. C'est ce qu'on dit dans la vidéo, je ne comprends même pas comment c'est possible. Tout s'est aligné parfaitement pour que. Bah, après, oui, sur place, je me doute que c'est des détails, hein, mais tout s'est aligné pour que vraiment on s'en sorte bien. Même mon pote qui était à 500 mètres en train de filmer, c'était même pas sûr d'être sur la bonne pyramide, alors encore moins sûr d'être sur le bon flanc pour nous filmer. Au final, tout s'est aligné pour qu'on apparaisse pile comme ça, en tout petit en haut de la pyramide. Et ça Ouais, rajoute quelque chose, évidemment. les plans sont fous, effectivement. Ouais. C'est vrai que ça, Ouais. c'est assez impressionnant de vous voir évoluer sur le flanc de la pyramide. Et ton pote, précisons quand même que c'est aussi un créateur de contenu, Urban Exactement. Explorer, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui, bah, à la base, était. Je me la pète un peu parce que maintenant, il est bien plus famous et il a bien plus de communauté que moi, mais à la base, c'était un de mes abonnés qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il aimait bien les vidéos, justement, Urbex, un peu plus grimpe. Et je lui ai dit, mec, moi, j'aime bien ce que tu fais. Viens sur un road trip Urbex, les fameuses vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les premiers road trip Urbex, c'est avec Urbex Explorer à l'époque où il était encore mineur et qu'il n'avait pas son casier judiciaire ni son million d'abonnés sur TikTok. Donc il nous a suivis, on est devenus potes et maintenant on fait les 400 coups ensemble, quoi. Donc c'est cool. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans la vidéo, c'est la performance physique finalement qu'il a fallu qu'il faut avoir en fait pour monter ces pyramides qui sont quand même plus grosses. Enfin, elles sont immenses, mais surtout les blocs, on l'a dit, sont gros, sont élevés. Et donc en fait, vous avez donc une performance physique qui est importante. Est-ce que vous avez un entraînement particulier pour arriver à faire ce Bah, genre de pratique? les blocs du début, c'était clairement les plus hauts et ils faisaient 2 mètres. Donc, entraînement particulier qu'on avait déjà fait à l'époque pour les grues, pour faire des suspendus et pour pouvoir maîtriser le poids du corps, c'est le muscle up. Donc, être capable de monter son propre corps enfin voilà, de se soulever en fait, c'est ça, maîtriser son poids du corps parfaitement. Là, il y avait moins le danger chute mortelle, parce qu'au pire, tu tombes de deux trois blocs, tu vas pas te casser une jambe. C'est compliqué de mourir en te jetant de la pyramide, tu finis toujours par. Bon, bref. Là où nous, on s'était entraîné pour escalader des structures beaucoup plus verticales, où une chute, c'était 300 mètres plus bas et où c'était fatal. Donc on s'est entraîné à maîtriser notre poids du corps à la perfection. Donc voilà, c'est pompe, traction et muscle up. Après, je vais pas mentir, voilà, je vais pas à la salle tous les jours pour m'entraîner pour ça.
j'ai un mode de vie plutôt sportif, mais à part ça, je pourrais pas faire un entraînement spécial spécial grimpe urbaine ou spécial urbex. C'est important de connaître son corps sous l'adrénaline et de se faire confiance là où sans l'adrénaline, on serait pas capable de faire certains trucs. Euh, Oui, et c'est aussi. sachant que les grimpes que vous faites, elles sont sans sécurité. Vous Ah n'avez oui, pas oui, d'assurance. Vous n'êtes pas oui. assuré. Si vous... Mais sur toutes les autres grimpes qu'on fait, c'est l'idée du free climb, c'est de se dire que qu'on n'est pas attaché, quoi. On n'est pas des mecs de service qui vont changer l'ampoule en haut de l'antenne. On est là pour faire la performance et y aller. Euh, voilà, on s'est entraîné avant, physiquement et mentalement. Parce que moi, mes premières grimpes, et j'ai pas commencé à 350 mètres sur la plus haute structure de France. J'ai commencé à 10-15 mètres, ce qui est déjà mortel, hein, tu tombes de 15 mètres, le résultat est le même au final. Hein. Mais l'air de rien, enfin, même si à 15 mètres tu meurs aussi, ça fait moins peur que 350 mètres. Et je me suis entraîné et j'ai vu que le stress, que je différencie un peu de l'adrénaline parce que c'est un mauvais stress en fait. C'est un stress qui t'empêche d'être concentré, qui te fait avoir les jambes qui tremblent ou qui te fait foirer un geste anodin que normalement tu ferais sans problème. Donc ce stress, c'est important qu'il s'en aille avec le temps, l'expérience et je me suis entraîné pour plus avoir ce stress. Par contre, c'est toujours important de garder une part d'adrénaline et de concentration pour pas être non plus enfin, pour toujours être conscient qu'on peut, la moindre erreur, le moindre pied qui glisse, c'est fatal, quoi, être concentré. La pyramide de Khéops, c'est quand même une performance particulièrement exceptionnelle dans ton parcours. J'imagine dans votre parcours à tous les deux. J'imagine que c'est un peu le point d'orgue là de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. À une époque, ça a été le record national quand on a fait du coup cette antenne à 350 mètres. Ça a fait un peu de bruit parce qu'on a été les premiers à le faire, que raconter à ma famille que c'est moi plus haut que la Tour Eiffel, donc regarde, on est allé là avec nos mains. Mais sur le papier, ça n'a rien de comparable avec l'ampleur qu'a eu l'ascension de la pyramide. Et effectivement, ouais, c'est le point d'orgue et c'est assez inédit. Enfin, c'est assez inédit. C'est pas, ça a déjà été vu, mais en France, on est les premiers à ramener autant d'images et à faire une vraie vidéo sur la grimpe des pyramides, sachant que tous ceux qui l'ont fait sont soit allés en prison, soit on sont fait choper et ont dû payer je sais pas combien d'amendes. Et surtout, ils se sont tous fait supprimer leur image. Donc, on s'en sort bien de pouvoir repartir avec les images, notre thune prévue pour ça, et pas de casse-prison. Donc, voilà. La question que je me pose forcément, c'est comment on fait pour enchaîner après ça? Vous avez des ambitions, d'autres ambitions derrière? On verra, on verra. On avait, nous, pensé au Christ de Rio. Moi, j'y étais allé en 2018 à Rio et j'ai vu que ça se faisait. Malheureusement, il y a des Français qui l'ont fait. Là, il y a Hit the Road qui l'ont fait il y a pas longtemps. Et nous, c'est un peu nos idoles et c'est le contenu vers lequel on aimerait tendre. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'on est content de faire notre truc à côté et de proposer quelque chose que même eux, ils n'ont pas fait. Et je suis pratiquement sûr que la vidéo, elle va arriver jusqu'à eux et qu'ils vont se dire, merde, ces petits cons là, avec leurs 5000 abonnés, ils ont fait un truc que nous, on aurait pu faire. Voilà, on n'a plus l'exclu, tu vois. Donc, euh, donc on est content. La suite, on verra. Nous, il y a la Tour Eiffel qu'on aimerait faire, évidemment, mais ça, en France, c'est trop sécurisé. On est sûr de se faire attraper, donc il faut prévoir le budget derrière pour les avocats, pour les procès, tout ce qui va avec. Mais peut-être un jour.